7h44, le petit déjeuner politique. Aurélien Taché ce matin, député Écologie, Démocratie, Solidarité du Val d'Oise. Oui, bonjour Aurélien Taché. Bonjour. Est-ce que vous êtes favorable à des couvre-feux dans les communes métropoles les plus touchées par les taux de positifs au cas de coronavirus ? Écoutez, moi, cette mesure, elle m'interroge beaucoup parce que ça va quand même être très compliqué à faire respecter d'abord. Je pense que si à 20h ou 21h, on dit aux gens, alors qu'ils sont encore au bureau, alors qu'ils peuvent encore avoir tout un tas d'obligations, qu'ils ne peuvent plus sortir de chez eux, ça va être difficile. Et puis, il y a un petit côté double peine, c'est-à-dire que les gens vont continuer d'aller travailler, les gens vont continuer effectivement de faire en sorte que l'économie fonctionne et on en a besoin. Mais le soir, en plus, ils ne pourront plus du tout aller voir leur famille, aller finalement se détendre un peu. Moi, je pense qu'il y aurait des mesures qu'on pourrait commencer par mettre en œuvre qui seraient peut-être un peu plus simples et un peu plus justes. Lesquelles, Aurélien Taché ? Écoutez, par exemple, moi, je suis frappé de voir que encore énormément d'entreprises, malgré la situation dans laquelle on est, refusent le télétravail à leurs salariés. Ouais. Si on rendait ça contraignant, si on demandait des obligations, par exemple, aux entreprises qui ont été aidées, qui ont touché le chômage partiel, eh bien, peut-être que le virus circulerait moins la journée et peut-être qu'on aurait de meilleurs résultats. Et puis, il y a aussi des choses qui ont été faites, par exemple, en Allemagne, où on s'est rendu compte qu'il fallait investir sur des choses qui permettaient, par exemple, de purifier l'air. Vous savez qu'en fait, le virus, si vous ouvrez les fenêtres, vous le tuez. Bon, on va rentrer dans l'hiver, donc ça va être un peu plus difficile, mais en investissant dans des purificateurs d'air ou autres... Faut toujours ouvrir les fenêtres, même en hiver un peu, oui. Ouvrons toujours les fenêtres. Mais l'Allemagne a vu ça assez tôt, a demandé à ses ingénieurs de travailler dessus, et maintenant, ils ont des systèmes qui leur permettent effectivement d'éviter les clusters. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites, je ne dis pas que c'est simple, mais les couvre-feux quand même, je pense vraiment que ça va être très difficile pour les Français. Des contrôles peut-être plus systématiques, on parle des tests antigéniques, ça fait quand même 1 mois et demi qu'on en parle et ce n'est toujours pas véritablement appliqué. Ça, c'est l'administration qui est mise en cause. Vous estimez qu'on a toujours du mal, justement, la France, on n'est pas bien organisé à ce niveau-là ? Ah oui, moi je pense que c'est l'un des grands enseignements de cette crise. On savait depuis longtemps qu'effectivement cette hyper-administration, cet État qui prétend tout régler, en fait, est trop lent, a du mal à s'adapter. Regardez pendant le premier confinement en avril-mai, qui a été capable de confectionner les masques le plus rapidement. Souvent ce sont les grandes villes, avec les entreprises localement qui se sont organisées, les choses se sont faites vite. Le problème c'est qu'en France, on a du mal à finalement se dire qu'effectivement il faut peut-être maintenant accepter qu'on ne peut pas tout faire de la même manière au même endroit, que l'État ne peut pas tout régler et qu'il faut donc peut-être laisser les villes s'organiser, organiser la société française et son pouvoir de manière différente. Oui, alors Jean Castex s'est exprimé en début de semaine, ce soir ce sera Emmanuel Macron. Est-ce que sur un plan politique et de communication, vous comprenez la stratégie ? Non, je trouve même qu'elle est extrêmement anxiogène. La dernière fois qu'on a eu une communication, c'était donc un dimanche soir à 22h30, on allait tous se coucher, on reçoit un message en disant de nouvelles mesures restrictives vont être annoncées mardi ou que sais-je. Quel est l'intérêt de faire ça ? Pourquoi ne pas attendre, ou le lendemain matin, c'était plutôt. Pourquoi ne pas attendre le lendemain ? Plusieurs personnes sont en train de s'exprimer en permanence, soit le ministre de la Santé, soit le Premier ministre, soit le directeur de l'administration de la Santé. On n'y comprend plus grand-chose. Et moi, au-delà des conséquences du Covid, qui sont évidemment terribles, je m'inquiète aussi de ce qu'on est en train de voir monter sur le terrain, de ce que nous disent les médecins. De plus en plus de gens fragiles sont en train de lâcher, viennent voir leur médecin en disant finalement je me sens mal, cette anxiété généralisée va amener aussi des pathologies terribles et je pense qu'on néglige à ce stade le coût sur la santé mentale, sur l'anxiété généralisée pour notre société qui va être aussi important et bien sûr le coût social, mais peut-être qu'on en reparlera après. Oui, c'est vrai. Alors d'un mot, qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État ce soir, d'Emmanuel Macron ? Qui le rassure, qui l'apaise, que peut-être on ait effectivement aussi un sentiment de justice. Les Français, ils sont attachés, vous savez. Quand ils ont l'impression de ne pas être traités à égalité, c'est quelque chose qui ne va pas. Et là, quand on voit qu'effectivement, on va leur demander de continuer à travailler, qu'on trouve beaucoup d'argent pour les entreprises, mais qu'eux vont devoir rester chez eux le soir, renoncer à leur fête de famille et autres, je ne suis pas sûr qu'ils l'acceptent complètement. Aurélien Taché, à l'instant, vous avez parlé de santé mentale, de gens qui ne se sentent pas bien aussi, parce que beaucoup n'ont plus de travail et n'ont pas trop de perspectives. Donc, on comprend la volonté ici de maintenir l'économie. Si l'économie s'effondre, tout le pays risque de s'effondrer, non ? Oui, mais comme je vous le disais à l'instant, à ce moment-là, essayons aussi de faire en sorte que le télétravail, par exemple, ou d'autres mesures puissent empêcher qu'on nuise à la liberté des Français sur leurs loisirs, sur leur temps familial. Bien sûr que je suis attaché moi aussi à ce que je suis très inquiet du coût social de cette crise. Je pense qu'on va avoir 1 million de personnes en plus sous le seuil de pauvreté. Voilà, je pense qu'il va falloir prendre tout ça très au sérieux. Et pour l'instant, le gouvernement ne le fait pas complètement non plus. Alors, allons-y.
justement sur la lutte contre la pauvreté, parce que vous portez des propositions. Ça peut passer par quoi, justement? Quelles mesures dans l'immédiat, Aurélien Taché? Écoutez, il y a des choses très concrètes qui peuvent être faites. Tout simplement, par exemple, augmenter le RSA. On sait qu'on va avoir 10 ou 20% de plus de personnes qui, à cause de cette crise, pas parce qu'ils l'ont choisi, pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, vont se retrouver sur le carreau. Et on va les laisser quand même basculer sous le seuil de pauvreté. Ces Français-là, on trouve 100 milliards d'euros pour les entreprises. Hein, on fait une politique du chiffre en matière de baisse de la sécurité. Moi, c'est en matière de baisse de la pauvreté que j'aimerais qu'on ait une politique du chiffre. Et vous verrez que les deux peuvent être très liés. Vous savez, c'est l'abbé Pierre qui disait à chaque fois que vous refusez 1 milliard à la pauvreté, ça vous en coûte 10 en tribunaux, en prison et en asile de fous. Donc peut-être que le gouvernement, il faut qu'il entende ça. Jean Castex, il n'est pas assez ouvert à ça? Jean Castex, c'est un Premier ministre qui ne fait pas rien pour il la a fermé pauvreté. la porte à plusieurs reprises sur l'augmentation du RSA, sur le fait de l'ouvrir aux jeunes de 18 ans. Vous croyez qu'il y a un âge pour être pauvre? Vous croyez qu'à 20 ans, quand on n'arrive pas à trouver de boulot... C'est un anti-pauvre, Jean Castex? Écoutez, en tout cas, la politique qui est menée est assez largement antisociale. Sur 100 milliards d'euros, tout pour les entreprises, pas 1 euro pour les Français pauvres. Aurélien Taché, on a quand même vu beaucoup d'argent débloqué pour maintenir le chômage partiel, pour beaucoup d'activités. Oui, mais pour ceux qui n'y arriveront pas, parce que vous avez quand même des entreprises qui vont licencier, on attend 800 000 emplois détruits à la fin de l'année. On leur dit tant pis, c'est de votre faute. On a aidé les entreprises, elles n'ont pas pu vous garder, tant pis pour vous. Maintenant, vous allez passer au RSA et vous allez être sous le seuil de pauvreté, parce que je rappelle que le RSA en France, alors moi, c'est une chose que je propose, de relever les minima sociaux au-dessus du seuil de pauvreté. J'ai entendu Emmanuel Macron aussi parler de faire du logement social pour éviter les ghettos. Mais dans le même temps, ils sont en train d'enlever tous les crédits là dans le budget actuel qu'on est en train d'examiner à l'Assemblée pour le logement social. Moi, je veux bien qu'on dise qu'on arrête de mettre les pauvres là où il y en a déjà trop. Mais alors, quel argent on met pour construire des logements ailleurs? C'est toujours la même chose. Ça ne serait pas si cher que ça d'avoir une politique qui permet vraiment d'éviter la catastrophe sociale. Ça coûterait beaucoup moins cher que les 100 milliards d'euros. Autour de 10 milliards, vous voyez, c'est 10%. On ne demande pas grand-chose. Bon, vous êtes beaucoup éloigné de la majorité. Hein. Quand je vous entends, vous êtes beaucoup éloigné de la majorité, puisque je rappelle que vous étiez député quand même de La République En Marche. Oui, c'est vrai. Et puis, mais là, c'est fini. Il y avait des choses intéressantes en 2017. Oui, moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses qui se sont complètement éloignées. Mais vous savez, c'est pas tellement moi qui ai changé. C'est, je crois, le président de la République et le gouvernement qui s'est dit que finalement, l'électorat de gauche qu'il avait élu en 2017 l'intéressait plus et qui veut un électorat maintenant différent. Celui qui, effectivement, en général, il est plutôt à la droite. Donc, toute la politique est menée dans ce sens-là. Donc, c'est une politique 100% entreprise, très peu pour le social. C'est une politique où, finalement, sur l'insécurité, on voit qu'on agite les vieilles recettes qui avaient été celles de Nicolas Sarkozy. On veut faire du chiffre, on met ces pauvres policiers sous pression. Et on voit bien les tensions que ça peut générer. Tout ça, c'est des choses assez connues. On les a déjà vues il y a 10-12 ans. On rejoue le même film. Je rappelle simplement qu'il n'a pas été réélu, Nicolas Sarkozy. Gérald Darmanin, Marlène Schiappa, justement, c'est pas une bonne stratégie. Alors, leur politique, en fait, du chiffre, là. C'est du chiffre, c'est du chiffre pour montrer qu'il y a des résultats. En tapant sur les trafiquants de drogue, ça va plutôt dans le bon sens, ça, non? Oui, mais alors, est-ce qu'on veut des résultats ou est-ce qu'on veut montrer qu'il y en a? C'est pas tout à fait la même chose. On voit là qu'il y a un certain nombre de hauts gradés de la police qui disent on est sur quelque chose qui relève de l'affichage. On nous demande de mettre en place uniquement cette amende forfaitaire là pour le cannabis parce que c'est la mesure de Gérald Darmanin et d'Emmanuel Macron. Alors qu'on voit que finalement, ça ne produit pas vraiment de résultats. Vous savez, si vous voulez vraiment agir, il y a des choses très concrètes. Il faut un peu de temps. Oui, enfin bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de vouloir absolument toutes les semaines mettre la pression sur les policiers pour qu'il y ait des chiffres qui sortent sur un sujet en particulier, ça les empêche de travailler sur les vrais sujets d'insécurité. Moi, sur le cannabis, par exemple, j'ai une solution à vous proposer. Dépénalisons le cannabis, avançons vers ça. Vous verrez que les policiers seront soulagés. On a une ancienne patronne de la police, l'ancienne directrice générale de la police, qui est venue dans les médias récemment pour dire oui, il faut arrêter avec ça. Ça prend un temps fou aux policiers, alors qu'on a d'autres choses à faire sur les vols, sur les violences, sur des choses qui vraiment inquiètent les Français. Donc il y a des solutions un peu plus audacieuses. Certains disent, oui, mais souvent sous le couvert de l'anonymat, oui, mais alors si on supprime ce trafic aux dealers, ils iront mener de la délinquance dans d'autres domaines. Mais sur les autres trafics, de toute façon, ils existent. Vous êtes dans déjà. le Val d'Oise, vous voyez. Oui, je vois bien, mais vous voyez ce qui se passe quand même. Je vois aussi que si on faisait ça, on aurait justement des policiers qui pourraient être beaucoup plus, parce que vous savez, en quantitatif, le cannabis c'est énorme. Donc en temps d'homme, ça prend énormément de temps. Moi, j'ai effectivement, j'ai encore le point avec le préfet de mon département hier soir là-dessus. Ils sont vraiment totalement concentrés sur cette histoire de forfait là pour ceux qui. Donc on a ces images un peu délirantes où on a des dizaines de policiers qui sont mobilisés, puis un type qui est arrêté avec 3 boulettes d'herbe là. Enfin, c'est vraiment ça qu'on demande à notre police. C'est vraiment ça la priorité en ce moment. Moi, je ne crois pas. Donc non, là encore une fois, on est dans l'affichage. Oui, un mot sur la lutte contre le séparatisme. D'ailleurs, au passage, Emmanuel Macron a revu l'intitulé. C'est sur la laïcité. J'imagine que vous êtes satisfait de ça. Oui, je suis content de ça parce qu'effectivement, ce mot ne veut rien dire. Les séparatistes, vous savez, c'est quand les Corses veulent être indépendants, c'est quand les Savoyards demandent à la République de Savoie. Il y en a certains quand même, des fondamentaux islamistes, qui demandent une séparation de la République et puis et de leur
leurs valeurs. Il y en a qui veulent faire passer leurs valeurs au-dessus des lois de la République. Ça, vous êtes d'accord? Il faut les combattre, pas de problème. Mais j'ai encore entendu aucun fondamentaliste musulman dire en France on veut créer la République indépendante de l'islam, que sais-je. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc le terme était mauvais. C'est un peu limite quand on voit certains propos quand même. Oui, mais le terme était mauvais. Il faut lutter contre l'islamisme, il faut lutter contre le terrorisme, il faut lutter contre la radicalisation. Pour ça, il faut donner les moyens à notre police. Il faut aussi que dans ces quartiers, on réinvestisse une vraie présence. Vous savez, quand la Seine-Saint-Denis, là où dans certaines villes, on peut avoir ce genre de situation, est le seul département où les profs ne sont pas remplacés pendant 3 mois de l'année pour les gamins, c'est pas bon. Ils sont dehors, les enfants. Ils écoutent un contre-discours. Il y a des tas de choses qu'on peut faire de cet ordre-là. Pour l'instant, là aussi, je ne vois pas vraiment des moyens mis à la hauteur. Moi, vous savez, j'ai dit une chose simple, pas besoin de loi sur le séparatisme. S'il y a une grande loi qui peut nous aider à lutter contre ces phénomènes-là, c'est la loi de finances. Mettons de l'argent là où il y en a besoin. Pour lutter contre la précarité, dans les quartiers. Oui, et puis mettre de la police, mettre des services qui permettent de vraiment protéger les Français et éviter ce genre de choses. Oui, Aurélien Taché, donc député Écologie, Démocratie, Solidarité. Question justement avec Cécile autour de l'écologie. Oui, justement, le collectif Ronce invite aujourd'hui les internautes à dégonfler les pneus des SUV, à ouvrir les bouteilles de Coca-Cola au nom de l'écologie. Ça peut avoir des conséquences assez dangereuses, on le sait, et beaucoup dénoncent la violence finalement des actes et du discours écologique. Vous dénoncez, vous, ou vous soutenez? Non, effectivement. Et, moi, tout ce qui peut mettre en danger la sécurité des gens, dégonfler les pneus, c'est très dangereux. Il ne faut pas faire ça. On peut avoir un accident derrière. Enfin, après, que les gens soient dans une forme de militantisme, un peu d'activisme, moi, ça ne me choque pas. La démocratie, c'est aussi comme ça qu'on fait passer ses idées. Mais il y a des limites. La violence, non. L'anathème, non. Moi, je suis assez inquiet. Moi, je milite depuis des années sur différents sujets. Mais avant, on avait quand même une culture du débat. On avait quand même une culture du dialogue dans ce pays. Et là, effectivement, dans différentes sphères, on voit bien que la violence est en train de monter. C'est quelque chose qui globalement m'inquiète. Mais est-ce que ces actes ne repoussent pas justement? Est-ce que ça donne pas envie de faire l'inverse et de ne pas aller dans le sens de l'écologie justement? Si, je pense aussi, comme vous. Simplement, je me mets à la place de ces militants. Ils doivent se dire, bon, on n'arrive pas à faire progresser nos idées par la voie parlementaire, par la voie élective, donc on va passer à des méthodes plus radicales. Citoyenne. Ça doit aussi nous interroger, nous. Mais je suis d'accord, ça n'aura pas un effet positif et ça risque même de dégoûter les gens. Oui, et la Convention citoyenne, Emmanuel Macron a apporté une réponse en disant on va voir, mais prenons le temps. Oui, mais de toute façon, écoutez, il faut arrêter. On devait avoir une loi sur la Convention citoyenne pour le climat en septembre, octobre. Elle devait arriver maintenant. Elle a été remplacée. Ça ne vous a pas échappé. Oui, mais elle a été remplacée par la loi sur le séparatisme. Là, tout d'un coup, c'était tout à fait urgent. L'écologie, c'est toujours plus tard. En revanche, quand il s'agit de se dire, tiens, on va peut-être pouvoir faire flatter un certain électorat, dire qu'il y a encore une urgence absolue qui serait cette question de l'islam politique, là, tout d'un coup, on trouve le temps. C'est urgent. Il y a des actes terroristes régulièrement. Tout est urgent. Après, c'est une question de choix. La vraie urgence, moi, je vous l'ai dit, c'est le million de pauvres qui arrive. Déjà, commençons par régler ça et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui iront mieux dans ce pays. Merci Aurélien Taché, député Écologie, Démocratie, Solidarité du Val d'Oise. C'était l'invité ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, le journal de 8h reste avec nous.